Alors du coup, on a encore quelques questions hein, qui ont rapport direct avec l'anthropologie, où je me pose beaucoup de questions, parce que justement j'écoute ton podcast et tout. Ça fait un peu plus d'une année que je me mets à lire de l'anthropologie, et je vois, il y a des trucs, en fait, j'arrive pas à savoir quel est l'avis du... Alors, l'avis entre guillemets du sceptique, entre guillemets, comme ça c'est clair, sur l'anthropologie, on va dire ton avis à toi. Par exemple, il me semble qu'une des caractéristiques, mais alors à la fois du scientifique et du sceptique, c'est qu'il ne prend pas en compte une source quand elle est unique. Il en faut plus, et il faut qu'elle soit indépendante entre elles, parce que sinon c'est une seule source. C'est le cas de la science en général, en principe. En anthropologie, souvent, même si ça a tendance, j'imagine, à changer plus, notamment par rapport à ce que nous avait dit Marc Abélès quand on l'avait interviewé, il y a souvent quand même un seul anthropologue qui fait son terrain pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ça reste, pour moi, de mon avis, une seule source. Alors, bon, il y a une sorte de revue par des pairs qui se fait, mais on va dire... bon, si les gens ont jamais mis le pied à cet endroit-là, etc., ils peuvent voir si c'est... s'il y a des choses, s'il y a des erreurs flagrantes, mais c'est très compliqué de savoir comment ça s'est pensé vraiment. Mais du coup, qu'est-ce que pense le sceptique d'une étude anthropologique qui est faite par une seule personne? Normalement, il devrait dire, bon, c'est une littérature intéressante, elle est rigolote, mais c'est pas du tout de la science, en fait, où je suis à côté. Bah écoute, en fait, voilà, on va rentrer sur mes positions versus la position standard des sceptiques, je pense. Mais bon, pour faire full disclosure, c'est vrai que moi, je suis formé en psychologie et en philosophie, mais actuellement, ma thèse de doctorat, elle est quand même très anthropologique de nature. Un des membres du jury de ma thèse est d'ailleurs un anthropologue. Et mon directeur de thèse est un psychanalyste anthropologue, donc c'est vraiment... Ah oui, on est en plein dedans, quoi. Voilà, selon les critères habituels des zététiques, je devrais le vouer aux mannes, aux enfers de la pseudoscience, mais voilà, oui, je pense que souvent les sceptiques vont avoir une position très précise sur la question du type, il faut que ça soit expérimental. Donc c'est vrai que toutes les critiques que tu soulèves, on risque de les soulever. Bon, moi c'est pas ma position. Je pense qu'on peut faire de l'anthropologie scientifique, évidemment avec l'observation participante, mais c'est vrai que ce que t'as quand même, les points que t'as soulevés, c'est quand même des éléments qu'on doit avoir en tête finalement hein, quand on aborde ces questions-là. Simplement, tu dois quand même avoir tu dois pouvoir imaginer, oui, tu dois avoir ça en tête parce que tu pourrais te faire berner vu s'il y a jamais qu'un seul anthropologue qui étudie un terrain. Mais ceci dit, je pense que bon, dans le meilleur des cas entre guillemets, il y a des gens qui vont faire de la contre-expertise et il y a des gens qui vont pouvoir réexaminer ce qui a été dit et il y a eu des affaires qui ont montré la capacité des anthropologues à se rendre compte quand il y avait un problème et donc il y a des débats qui s'engagent dans la littérature. Un exemple classique, c'est évidemment Carlos Castaneda, qui est un anthropologue qui a raconté ses expériences mystiques qu'il aurait appris prétendument d'un mentor indien au Mexique. Ouais, au Mexique et je veux dire à l'heure actuelle, il y a quand même eu un certain nombre de personnes qui ont soulevé des éléments en disant ouais, mais en fait c'est probablement c'est un joli roman, mais c'est pas anthropologique. Il a tout inventé. Ben voilà, donc on a le cas d'un anthropologue qui a fait ça, mais bon, Carlos Castaneda, on le trouve d'ailleurs dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies. Ça reste un nom que les gens lisent. Moi, je l'ai lu dans ma jeunesse sans avoir la moindre idée des critiques, évidemment, puisque comme tout quoi. Mais c'est un bel exemple de quelqu'un pour se rendre compte qu'il racontait des cacahuètes, voilà, et comment faire puisque il était le seul sur son terrain entre guillemets, mais finalement ça a quand même émergé. Donc moi je pense qu'il doit avoir je pense que des mécanismes, si les mécanismes de la science fonctionnent bien, c'est-à-dire la revue par les pairs, le fait qu'on est prêt à engager de manière non consensuelle, c'est-à-dire qu'on est prêt à critiquer les autres de manière relativement agressive quand c'est nécessaire, et ben à ce moment-là les problèmes se feront connaître quoi. Mais maintenant c'est pas toujours le cas parce que il y a des problèmes en science, par exemple de ce type-là par exemple en sociologie, il y a des groupes de publications, voilà, où on est tous copains et on n'arrête pas
de se publier les uns les autres, et le niveau de peer review n'est pas de revue par les pairs, n'est pas ce qu'il devrait être. Alors là, évidemment, bon, c'est des processus, on est tous humains, encore une fois, c'est des processus dommageables, mais on peut rien y faire. Mais enfin, si, ce qu'on peut y faire, c'est qu'il faut pas hésiter à critiquer les autres auteurs. Évidemment, ils ont pas envie de se faire critiquer, et ça, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu dans le truc. Un truc qui disait intéressant, Marc Ablett, justement, quand on l'avait interviewé, c'est que maintenant, tu as le terrain qui peut réagir directement à ce que tu as écrit dessus. Tu vois, il fut peut-être une époque où tu allais effectivement avec un bateau, tu faisais des mois et tout, tu revenais. Les gens chez qui tu avais fait le terrain, qui soient éloignés ou pas de toi, de toute façon, ils n'avaient jamais accès à ce que tu avais écrit, donc tu pouvais écrire n'importe quoi. Maintenant, quand tu fais de l'anthropologie qui est plus ancrée dans le proche, et puis même si c'est quelque chose de lointain, ces gens-là vont pouvoir acheter ton bouquin, aller regarder tes articles sur Internet, et si tu as raconté des bêtises, ben, ils vont le voir, quoi. Et puis ça se fait même de plus en plus que l'anthropologue lui-même amène ses travaux pour aussi demander comment les gens le perçoivent sur place, etc. quoi. Ça se fait quand même beaucoup. Oui, puis vraiment un point qui est très important, je pense que les sceptiques dont on a bien conscience, c'est qu'en fait, détecter la fraude, c'est quelque chose de très difficile en science. Le mécanisme de revue par la paire n'est pas un mécanisme optimum pour détecter la fraude. Et en gros, quel que soit quel que soit le domaine, c'est très difficile de détecter la fraude. Et en réalité, il n'y a pas seulement la fraude, parce qu'évidemment, on imagine la fraude, c'est un chercheur qui invente complètement ses résultats ou qui ment complètement sur ses résultats. Mais en fait, là encore, on est face à un continuum. Il y a des biais aussi. Il y a tout des biais. Et on appelle ça la beautification, donc la rendre plus beau ses résultats. Et c'est faisable avec des études statistiques, la manière dont tu fais tes résultats. Et on sait que c'est un problème en psychologie. Donc le fait qu'on soit dans une approche expérimentale avec des résultats statistiques ne fait pas qu'on soit à l'approche qu'on soit forcément bien équipé aussi pour détecter les faux. Généralement dans l'approche expérimentale on dit mais on va faire des réplications et puis les réplications vont pas fonctionner et on saura que le résultat de départ n'était pas correct. Ça veut pas dire qu'il était faux, mais il était juste pas correct, quoi. Évidemment, après, si le gars a eu le gars a eu un résultat fabuleux et qu'on n'arrive jamais à répliquer, là on peut commencer à se dire qu'il a vachement tripatouillé ses données, quoi. Mais en réalité, en psycho, on disait, en science, on disait il faut répliquer, mais en réalité, avec les problèmes des publications, c'est-à-dire les journaux scientifiques ne valorisent pas, ne publient pas les réplications strictes, et donc en fait on faisait pas de réplication. Ou pas assez, quoi. Et donc en psycho, il y a un gros clash pour le moment en disant il faut absolument qu'on fasse beaucoup plus de réplications. Et il y a même des expériences qui ont été considérées comme classiques en psycho que récemment on a essayé de répliquer et qu'on n'arrive pas à répliquer. Et voilà, donc là on est dans du domaine expérimental. Ça veut pas dire évidemment un échec de réplication, ça veut pas dire que nécessairement l'auteur qui l'a réalisé l'a fraudé ou même a amélioré ses résultats. Ça peut juste être un artefact statistique alors même qu'il a bien fait son travail. Mais voilà, donc finalement ça peut être des problèmes qu'on a aussi en psycho. Donc je pense qu'il faut vraiment il faut être vigilant quel que soit le domaine dans lequel on est. Oui, il faut jamais tout prendre de toute manière comme. L'anthropologue, normalement, il pense pas dire la vérité, quoi. Le but c'est pas de dire moi j'ai vu ça et c'est comme ça que ça se passe, c'est de s'en approcher au maximum, mais de base c'est approximatif, quoi. Il y a cette conscience que quoi qu'il arrive, tes résultats seront approximatifs. C'est un être humain qui étudie des êtres humains, donc déjà c'est par de l'observation, etc. Et après, c'est sa rigueur et son honnêteté en fait mais faut y croire. Quelque part, du coup, là, on revient dans un truc de croire, c'est que faut avoir suffisamment confiance pour lire l'ethnologue et dire, ok, il a pas voulu, il y a pas de tricherie, mais en même temps avoir un recul suffisant pour dire, même s'il y a pas de tricherie, etc., ce qu'il dit, c'est pas forcément la vérité pure, quoi. C'est toute il y a énormément de facteurs, en fait, qui font que ce soit, le terrain, les interlocuteurs à qui on parle, l'anthropologue lui-même, l'interprétation qu'il en fait, ça fait tout un ensemble complexe, quoi. Oui, moi j'ai ça par exemple, puisque je m'intéresse particulièrement au paranormal. Il y a des anthropologues professionnels qui ont témoigné avoir vécu des expériences paranormales assez impressionnantes. Et c'est vrai que c'est toujours interpellant parce que souvent là, l'argument des sceptiques, ça va être de dire face à une expérience paranormale X ou Y, oui mais c'est des gens du commun qui ne savent pas observer, etc. Oui mais l'anthropologue il est supposé savoir observer, c'est ça qui c'est censé être son boulot, quoi. C'est ça être son boulot, donc c'est toujours assez interpellant quand il rapporte des expériences exceptionnelles
assez impressionnante. Mais bon, là c'est vrai que quand il rapporte ça, j'aurais tendance à dire bon, il faudrait quand même qu'on arrive. Faut étudier tout ce qu'il y a derrière, ouais, faut voir le contexte, etc. Oui, et puis il faudra arriver à les prouver expérimentalement. À ce moment-là, il y a aussi des niveaux de preuve ou des niveaux de discours qui doivent être mobilisés, quoi. En gros, c'est toujours aussi que l'anthropologie, je pense, n'est pas dans un vide. Et je crois que les sceptiques, on est très fort dans ce trip-là, c'est qu'il faut le fait d'être interdisciplinaire, ça aide à détecter les problèmes dans une discipline. Encore une fois, si on est dans un groupe très fermé, ben on évite plus facilement des biais, mais si on arrive à avoir un dialogue avec d'autres disciplines, ça permet aussi de remettre les choses en cause, quoi. Ouais, c'est complexe. Après, tu parles d'expérience et tout. J'avais lu quelques trucs. C'est toi qui m'avais envoyé, je crois, Anne-Laure, sur Jérémy Narby, c'est ça? Ouais. Tu dois connaître Jean-Michel ou... Ah non, ça j'avoue que ça ne me dit rien. Mais en fait, c'est très bizarre parce que c'est un anthropologue. C'est lui qui a écrit Le serpent à plumes. Cosmique. Non, Le serpent à plumes, c'est un truc de Coluche. C'est pas vraiment la même chose, non? Le serpent cosmique. Je sais pas si c'est la même chose. Mais j'avais lu des articles et honnêtement... Il a viré de bord, mais c'est plus un anthropologue. Mais justement, c'est ça qui est marrant, parce que tu dis il a viré de bord dans le sens où ce qu'il raconte, a priori, mais d'un côté, pourquoi pas? C'est plus de l'anthropologie, mais ça veut pas dire que ce qu'il dit est sorti de la sphère anthropologique. Après, il dit ce qu'il dit, il écrit des romans et il dit sa vérité, entre guillemets, mais c'est plus anthropologique, quoi, parce qu'il y a plus ce recul il est dedans, quoi. Ouais, le gars, il est allé étudier les plantes en gros en Amazonie, et puis il a essayé le rituel ayahuasca, et puis grosse révélation, et puis depuis. Ouais, mais je pense que ça pose de vraies questions sur, pour le langage technique, émique et éthique, hein, sur à quel point on adopte les croyances des groupes dans lesquels. Explique peut-être ça, parce que moi je l'ai appris grâce à toi, mais je suis pas certain que tous les auditeurs savent. Quoi, émique et éthique? Ouais, exactement. C'est pas si simple, excuse-moi, dans la conversation de tous les jours, t'entends rarement ces mots. Alors, je te laisse expliquer ça, non? Alors, émique, c'est tout ce qui est le point de vue qui est basé sur les concepts et les systèmes de pensée des gens, des autres. Après, l'éthique, vas-y, je te laisse faire la définition. C'est justement, au lieu d'être le discours de la culture qu'on étudie, c'est le discours anthropologique, détaché de cette culture. C'est le discours, où on a pris nos distances par rapport à ce qu'on a observé, quoi. Et en gros, c'est vrai qu'il y a toujours un mécanisme de va-et-vient, mais quelqu'un qui se met à croire, oui, je fais attention à mon vocabulaire, mais si quelqu'un va dans une culture qui pratique la possession démoniaque, quoi, qui rentre en transe, etc., et puis qui commence un anthropologue, et puis qui commence à écrire, moi ça m'arrive d'être possédé par un démon et je le vis comme ça, et en fait il se met à adopter le discours émique, donc interne à la culture donnée, quoi. Mais je suis pas sûr que à ce moment-là son discours ne devient plus anthropologique, mais je pense que effectivement il y a toujours une tension entre ces deux choses. Par exemple, oui, c'est ça. Dans quelle mesure on arrive à s'éloigner du discours de la culture qu'on étudie. Par exemple, dans mon domaine, par exemple, si je dis, je fais de l'observation participante de la communauté ufologique, quand je vais là-dedans et que je dirais d'un œil extérieur, donc d'un point de vue éthique, j'observe le débat et je vois qu'il y a des tenants et des sceptiques qui débattent, quoi. Et puis il y a aussi des gens qui ont des positions un peu bizarres, type paranormal, etc. Mais j'observe ce débat et je peux dire, oui, j'adopte une position surplombante et j'observe tout ça et je décris les mécanismes sociologiques. Oui, les sceptiques ils déploient tel type de discours, les tenants déploient tel type de discours. En fait, je prends pas position, quoi. Je suis vraiment extérieur au débat. Mais en réalité, moi, je suis un sceptique. Dans quelle mesure est-ce que je dois faire semblant d'être neutre dans le débat alors que d'un autre côté, je fais des publications où je prends clairement position? C'est en gros ça. En gros, alors. C'est pas faire semblant, mais après ta position, il faut réussir toi à l'objectiver pour en avoir conscience et si après tu vas dans tes résultats, si tu dis à quelle position toi t'étais et du coup de quelle position t'as observé. Donc c'est un sceptique qui était dans un groupe avec des sceptiques, des machins nanan, qui dit les sceptiques me paraissaient comme ça, eux comme ça, et moi comme ça. Et c'est important de donner, de dire où t'es justement et à quel niveau t'es ancré dans la situation, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais tu peux imaginer tout à fait l'autre ancrage, et j'en connais, par exemple, je connais un médium spirit qui a fait un diplôme d'anthropologie, et donc il fait de l'observation participante de la communauté spirit, alors qu'il rentre lui-même en transe et qu'il fait de l'écriture automatique, etc. Et il l'était avant, quoi. C'est génial. En gros, c'est un peu comme
est-ce que tu peux faire de l'observation participante d'une congrégation chrétienne si tu es toi-même chrétien? Enfin, ce que j'essaie en fait de dire tout ça, c'est que c'est des questions avec lesquelles on est obligé de se débattre tout le temps quand on fait de l'anthropologie, quoi. C'est pas. De toute façon, l'anthropologie, c'est un peu schizophrène, hein, donc faut réussir à jongler avec ces deux trucs, quoi. Que tu sois dans un truc super éloigné ou un truc très proche, au final, c'est ta capacité à réussir à faire ce va-et-vient qui va importer. Et tu peux être spirit et étudier le monde spirit, mais quand tu fais ton anthropologie, il faut que tu réussisses à prendre ta propre expérience comme une expérience de quelqu'un d'autre presque, quoi. Qui est vraiment ces deux personnages et je pense que c'est indispensable. Je pense que finalement l'intérêt de ce que tu fais, ça va être dans l'œil du lecteur, quoi. Est-ce qu'il trouve que ce que tu as fait est intéressant? Mais il y a Daniel Favre-Saada c'est Favre-Saada, mais je crois que j'ai charcuté son prénom. Mais elle a travaillé dans le bocage. Elle a travaillé dans le bocage dormant sur la sorcellerie, et donc en fait il y a beaucoup de sorciers qui viennent guérir les animaux, etc. chez les fermiers, donc pas très loin de Paris en fait. Alors que Paris évidemment c'est le centre de la rationalité humaine, mais non, il y a des sorciers, il y a des sorciers pas très loin. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle a commencé à prendre part, à y croire ou à participer. Et donc, en fait, finalement, ce processus d'engagement, d'acceptation du discours émique, c'est vraiment un continuum aussi, quoi. Et finalement, moi, je pense aussi vraiment que le principe, c'est le plus important, c'est d'arriver à l'expliciter. Mais pour donner un contre-exemple, il y a Pierre Lagrange, qui est un sociologue du phénomène ovni et qui m'agace toujours prodigieusement parce que il dit toujours, moi je suis neutre, je suis au-dessus de la mêlée, j'observe tout. Alors évidemment pour moi c'est clairement un tenant de l'existence de l'hypothèse extraterrestre. Il attaque beaucoup les sceptiques, il les critique énormément. Il a fait une thèse qui est un pamphlet contre les rationalistes, enfin. Et je me dis mais non, il est neutre. Oui voilà, il est clairement engagé dans le débat. Ce qui n'est pas mal, mais ce qui m'agace toujours, c'est qu'il dit je survole le débat, et alors quand on lui pose la question frontalement, ce qui m'est déjà arrivé, il me dit non, je suis ni pour l'hypothèse extraterrestre, ni pour la position sceptique, je ne prends pas position, je lis tout non, quoi. je pense que, en fait, lire d'un point de vue neutre, la seule neutralité qu'on peut espérer avoir en sciences sociales, c'est la neutralité axiologique, c'est le fait de connaître, d'avoir une connaissance libre de préjugés, mais après c'est pas une neutralité dans le sens je sais pas. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a bien illustré la problématique. Ouais. Est-ce que ça t'éclaire? Si, mais clair. Des fois, ce que je me pose la question, mais après c'est vrai que c'est compliqué. Je me dis, normalement, entre guillemets, le meilleur anthropologue, c'est celui qui est censé devenir, faire partie du groupe intégrante de ce qu'il étudie, en fait. Donc je me dis, oui et non. Oui, mais c'est ce qu'on nous, quand tu dis d'être proche, d'avoir le regard de la personne et tout ça. Donc je me dis d'un côté, si tu veux, le mec qui va dans la forêt puis qui commence à croire qu'il y a des esprits dans les arbres et puis que les esprits de la forêt lui viennent parler pendant la nuit. J'ai envie de dire, bravo mec, parce que t'as réussi à 200% si t'y crois vraiment, tu vois. Donc je me dis, puis après, en même temps, mais après, faut réussir à en revenir. Ouais, s'il ne revient pas, c'est plus un anthropologue. Ouais, puis même, comme on disait, il y a aussi l'aspect du lecteur en lui-même, tu vois, où si tu lis quelque chose de quelqu'un qui a l'air d'être neutre, tu vas y porter plus de... Tu vas plus croire à ce qu'il dit que si le mec il dit, oui, moi j'ai vécu ça, j'ai discuté avec l'esprit de la forêt. Moi, du coup, si je dis ça dans un bouquin, je vais me dire, le bouquin, je vais le prendre comme un roman, mais je vais jamais le prendre sérieusement. Ce qui est peut-être une erreur de ma part de lecteur, parce que lui... Il en fera juste témoignage et il pourra être tout à fait correct tout le reste de son livre. Mais toi, en tant que lecteur, c'est compliqué. C'est un petit peu comme la littérature sur les... Faut que ce soit explicité, quoi. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu l'explicites, ton lecteur va le prendre d'une certaine manière. Tu vois, c'est un petit peu comme les trucs sur les ovnis. Si c'est quelqu'un qui croit aux ovnis, qui a écrit un truc, tout de suite, pour moi, c'est comme si son travail valait rien, si tu veux. Alors, je sais que c'est potentiellement faux, si tu veux, mais le risque que le fait qu'il y croit... il ait eu tendance à enlever, à transformer un tout petit peu la réalité, il est quand même extrêmement grand, donc du coup je vais m'en méfier, tu vois. Et c'est ça qui est hyper complexe. Après, c'est bien de t'en méfier, mais de toute façon faut jamais prendre tout tel quel. Mais je sais que moi je m'intéresse vachement à tout ce qui est chaman, etc. Et je peux pas dire que je fais vraiment du terrain parce que c'est pas officiel, tu vois, mais je côtoie de temps en temps des gens qui sont un peu dans ce milieu-là, dans ce truc et tout. Et du coup, quand je suis avec eux, j'essaye vraiment de suivre le truc, de vivre l'expérience à fond tel qu'ils le disent, mais il y a une part de moi qui observe.
Et du coup, si par exemple, je me suis jamais mise à parler aux esprits des arbres, j'aimerais bien, mais je me suis jamais mise à c'est parler bon, aux tu vas esprits assez des arbres. dans la forêt, dans les rivières. Hein, J'essaye, hein, t'as Sans vu, je wifi fais ce et que, tout, franchement, je fais ce que je peux. Mais je sais que si ça m'arrivait, les fois où il m'est arrivé des trucs un peu particuliers, j'ai la conscience de tout ce qui m'a mené là. Et même si t'as l'impression à un moment que ça frise un peu le paranormal, tu vois un peu tous les inducteurs, tout ce qui t'a amené là, tout ce qui fait que le contexte, ce qu'on t'a dit, comme dans quel état d'esprit tu t'es mis, etc. Tu vois, il y a toutes ces choses-là que tu gardes en conscience. Et je pense que l'anthropologue, si à un moment il va parler à l'esprit de la forêt, il faut qu'il ait gardé en conscience tout ça et qu'il explique tout ça. Et du coup, c'est tout ce cheminement qui va montrer peut-être comment on en arrive à certaines expériences. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut être dedans, faut être schizo, quoi. Mais je pense que ça peut être très intéressant, quoi. Mais je pense, pour revenir sur l'idée de je lis un auteur et parce qu'il défend une position X, je pense automatiquement je vais m'en méfier. C'est à la fois on fonctionne tous comme ça, mais en même temps c'est justement un problème, et c'est évidemment le biais de sélection de l'information, hein, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on lit qui vont dans le sens de nos croyances prédéterminées, on les intègre beaucoup plus facilement, tandis que dès que tu lis une information qui va à l'encontre de ce que tu crois déjà, au lieu de te faire changer d'avis, en fait tu mets de côté. Voilà, tu le mets de côté, ou tu vas la rejeter, tu vas rationaliser, ou tu vas dire non, ça tient pas la route comme ça. Donc c'est un biais de pensée qui est très très puissant, et donc on appelle le biais de sélection de l'information, et je pense qu'il faut en tant que sceptique évidemment vraiment aller contre cette tendance. C'est un combat permanent. C'est tellement plus agréable de lire des gens qui pensent comme nous, quoi, mais qui nous disent qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Ça, mais... Ah oui, il pense comme moi, c'est génial. Je pense comme lui, c'est trop bien. Et donc voilà quoi. Ouais, c'est voilà, par exemple, je suis pas un expert sur le 11 septembre, mais c'est vrai que j'ai des convictions liées au fait que je suis un sceptique. C'est un sujet que j'ai pas tant étudié que ça, mais si je lis quelqu'un qui me dit que le 11 septembre, il n'y a pas eu de complot, directement je vais adhérer à ce qu'il me dit. Oh, je vais dire, lui, c'est vrai, un vrai expert compétent, quoi. Je lis un autre gars qui va tenir un discours très rationnel, mais lui, il me dit, oh oui, il y a vraiment eu une conspiration, automatiquement, je vais le catégoriser, c'est un charlatan et je dois pas tenir compte de ce qu'il raconte. C'est ça. Et c'est ça qui est très dur, je trouve. Et c'est très très dur d'aller contre ça, quoi, et de dire non, en fait, il faut regarder les arguments qu'il avance pour ce qu'ils sont, même s'ils agressent ma croyance, ma perception, ce que je pense déjà, faut essayer de factorer en même cognitivement ce qu'il nous dit, quoi. Et moi je pense que oui, si tu lis, tu vois, vous prenez l'exemple là, de gens d'anthropologues qui rapporteraient des observations de gens des témoignages de locaux qui lui auraient dit j'ai vécu telle expérience exceptionnelle, et vous avez j'ai l'impression que d'entendre un peu l'idée, ben oui, en fait, il raconte des choses qui sont pas vraies, ou il aurait pas vraiment vécu cette expérience-là. Mais en fait, en psychologie anomalistique, on se rend compte que souvent, les expériences exceptionnelles sont vraies, dans le sens qu'elles se sont vraiment produites. La question, c'est comment on les explique, en fait. Et donc, le témoignage qu'il donne est souvent très vrai, hein. C'est quelque chose qui est flagrant, qui m'avait vraiment frappé. On étudiait des cas d'observation d'ovnis, des méprises avec la Lune, hein. Donc, c'est des gens qui pensent voir un ovni, mais en fait, c'est la Lune qu'ils voient, quoi. Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, hein, parce que comme ça sonne quand même très con. Hein. Oui, ça sonne vraiment incroyablement. Non, vraiment. Hein. Parce que dit comme ça. Je le dis honnêtement. Non, c'est clair. Mais entre guillemets, on l'a prouvé empiriquement. Donc, avec ce qu'on appelle le cycle Saros, c'est-à-dire que 18 ans et quelques mois après, la Lune revient au même endroit dans le ciel. Et donc, ce qu'on fait au CNEGU, donc l'organisation dont je fais partie, c'est la communauté nord-est des groupes ufologiques. On ramène les gens 18 ans après au lieu de leur observation, on leur montre la Lune et on leur dit est-ce que c'est ça que t'as vu? Et la plupart du temps, la grande majorité des cas, ils confirment que c'était bien ça qu'ils avaient vu. 18 ans après, il faut s'en rappeler. Mais une des raisons qui fait qu'on sait que qu'on pense que c'est la Lune, c'est que quand eux ils donnent une hauteur angulaire, donc un positionnement dans le ciel, hein, et alors tu vérifies sur une charte astronomique avec un programme, hein, et tu vois que exactement à l'endroit où ils disent que la Lune se trouvait, c'était bien la Lune, c'était la Lune qui se trouvait là. Et donc à ce moment-là, si tu dis en fait il a vraiment vu un objet volant non identifié qui était là, il l'a vu devant la Lune. Ouais, mais alors il devrait décrire la Lune, il devrait dire j'ai vu quelque chose qui passait devant la Lune, mais c'est pas ça qu'il décrit. Il décrit un objet qui ressemble vachement à la Lune. Parce que c'est-à-dire j'ai vu un truc rond, voilà, qui brille dans le ciel.
En réalité, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des observations qui se font tôt le matin quand la Lune est en train de se coucher. Hein. Et alors, quand la Lune se couche, il y a des illusions d'optique qui rentrent en jeu. Elle devient plutôt rougeâtre. Et alors, à proximité de l'horizon, elle apparaît plus grande. C'est une illusion qu'on connaît tous. Hein. Et aussi, évidemment, elle s'aplatit comme ça. Et donc, il a l'impression de voir une soucoupe volante qui se pose à l'horizon. Enfin, il va dire sur la montagne, etc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que le témoin décrit parfaitement la Lune, quoi. Quand t'as pris l'habitude d'étudier ces cas, tu dis, bah oui, ce qu'il me décrit là, c'est très exactement la Lune à ce moment-là. Mais simplement, il a pas reconnu que c'était la Lune, quoi. Et donc, mais comment est-ce qu'on est arrivé à prouver ça? C'est que on a pris son témoignage au sérieux. Le gars, ce qu'il décrit est complètement juste, quoi. C'est juste qu'il reconnaît pas la Lune. Donc voilà, parfois, quand un local qu'un anthropologue interview décrit, il faut se dire, bah oui, il est en train de me dire ça, mais en fait, son témoignage est peut-être totalement correct. Hein. La question, c'est comment on l'explique ce témoignage, quoi. Oui, c'est ça justement qui est fascinant, c'est de reprendre tous ces cas et de savoir comment ça s'est passé. Moi, je trouve ça super intéressant dans le scepticisme, justement, même que ce soit OVNI ou je sais pas, t'avais un interview que t'avais fait qui était génial, c'était un gars qui avait une maison hantée, mais pour lui, elle était pas hantée, on va dire, mais il y a des gens qui étaient persuadés qu'elle était hantée et je trouvais ça fascinant, en fait. Ouais, c'était un pauvre propriétaire de maison hantée qui était... Exactement. Les gens avaient essayé de rentrer dans sa maison sans arrêt, lui lançaient des pierres sur la baraque, et il était vraiment désespéré, ça lui a causé des tonnes de mal. Bah écoute, quand t'as des gens qui rentrent dans ta maison la nuit pour essayer de voir un fantôme alors que t'habites dedans, c'est pas cool. C'est n'importe quoi. Alors il a dû adopter des chiens de garde, il a fini par il a mis des caméras pour essayer d'empêcher les gens de rentrer, mais pratiquement tous les week-ends. Du coup, les gens ils vont dire il est possédé, regardez, il devient méchant. Bah, c'est très exactement ce qui se passe en fait. C'est vrai que c'est des mécanismes. Non, c'est fou. Et je trouve c'est un petit peu des fois ce qui m'intéresse dans l'anthropologie, c'est pas forcément la chose en elle-même, mais ce que ça nous apprend sur notre société en elle-même, en fait. Ouais, et c'est ça que je trouve fascinant, en fait. Toutes les croyances et tous les... Ouais, c'est fou, je trouve. Tout est le reflet de notre culture. Ouais, nos aspirations, les craintes, les rapports sociaux, l'histoire, tout, quoi. Et alors, tant qu'on est sur l'anthropologie et le paranormal, évidemment, il y a ce qu'on appelle... les culture bound syndrome, donc les syndromes culturels, enfin ça c'est la terminologie en psycho, hein, des syndromes liés à la culture, mais donc il y a des troubles, enfin par exemple le phénomène des enlèvements par les extraterrestres, c'est quelque chose de très américain, quoi, qu'on ne trouve pas chez nous, en tout cas sous cette forme-là évidemment. Et d'ailleurs dans le dernier sondage Science et Vie là du mois de juillet, il demandait aux gens est-ce que vous croyez dans les enlèvements, il y avait un score pas très élevé pour cette croyance-là, une dizaine de % si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas il demandait aussi est-ce que vous avez vécu cette expérience-là, et donc c'était sur un échantillon représentatif de la population française, ils avaient 0% de gens qui rapportaient se faire enlever, alors qu'aux États-Unis c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup plus d'ampleur, donc la culture aussi influence énormément. Ouais, donc évidemment il y a tous les débats autour des observations de faits, etc. Donc en fait avant on avait tendance à voir des faits, maintenant on a tendance à se faire enlever par des extraterrestres. Parce qu'évidemment, si quelqu'un dit j'ai été enlevé par des fées, des créatures du petit peuple, maintenant tout le monde lui rit à la figure. Tandis que s'il dit j'ai été enlevé par des extraterrestres, ça paraît un chouïa plus plausible, en tout cas dans certains milieux, quoi. C'est plus contemporain. Voilà, donc on voit que la culture influence clairement la nature des relations avec ces entités surnaturelles. Parce que dans la culture, il n'y a pas de vide, faut qu'elle explique tout, donc elle va sans cesse trouver des nouvelles raisons et des nouvelles manières d'expliquer ce qui se passe dans le monde, et du coup ça évolue au fur et à mesure du temps et ça change en fonction des lieux, tout ça. Oui, alors il y a la fameuse paralysie du sommeil, on se réveille à 4h du matin, enfin pendant la nuit, non c'est même pas forcément à 4h du matin, je dis ça par réflexe, mais à 4h05. Ouais, c'est très précis ça. Mais en fait je crois qu'en réellement c'est peu de temps après l'endormissement, donc ça doit pas être si tard. Et puis alors on est incapable de bouger pendant plusieurs minutes, et c'est absolument terrifiant, et puis on peut avoir des hallucinations pendant cette période-là. Bon, c'est un phénomène. En fait, on est réveillé et on dort en même temps, c'est ça? En gros, oui, c'est un peu un court-circuit dans le cerveau, dans le sens que quand on dort, normalement, sauf si on est somnambule, le cerveau empêche les mouvements, parce que sinon on serait en train d'agir tous nos rêves, et ce serait pas cool. Et donc on est complètement incapable de bouger. Mais normalement, quand on se réveille, le cerveau réactive la capacité à bouger, mais parfois il y a un bug et on est incapable de bouger pendant un certain temps avant que le cerveau se réalise qu'on est en fait réveillé. Mais en pratique, c'est absolument terrifiant. Hein. Ouais, c'est absolument terrifiant parce que t'es incapable de bouger. Si t'as jamais entendu parler de la paralysie du sommeil, tu sais même pas si tu vas être capable de rebouger un jour. Et en plus, t'as des hallucinations auditives et visuelles qui se rajoutent à ça. Donc tu vas avoir des sensations que quelqu'un s'appuie sur ton dos et qu'il y a une présence dans la pièce autour de toi.
Et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est très lié à la culture, évidemment. C'est-à-dire que donc au Japon, c'est Kamishiba, hein, c'est une sorcière qui t'enroule avec des câbles autour de ton corps, qui te lie à ton lit. T'as dans certains pays d'Afrique, il y a le Papaboa qui est si j'ai pas charcuté ça. Enfin bon, c'est une entité qui viole les hommes, hein, dans leur lit, parce que c'est dans des contrées plutôt musulmanes. Alors ils sont absolument terrorisés que ça leur arrive. Hein. Toi t'en rigoles, mais eux ils en rigolent pas, quoi. Aussi, hein. Eux ils en rigolent pas, je peux te dire. Mais c'est vrai que non, mais c'est incroyable. Et donc, bon, je ne prétends absolument pas que tous les cas d'enlevés par des extraterrestres s'expliquent par des paralysies du sommeil, mais on sait qu'au moins certains cas s'expliquent par de la paralysie du sommeil, en tout cas certains des aspects. Et donc, ça veut dire que la personne est paralysée, elle voit un petit gris qui se tient au bord du lit, etc. Et donc, on voit vraiment l'impact de la culture sur. Et dans le Moyen Âge, chez les occidentaux, c'était les succubes, les incubes. Hein, il y a pas mal de peintures qui montrent ça assez bien. Et maintenant, c'est devenu des petits gris. Donc, il y a pas mal de liens entre anthropologie et paranormal. Enfin, il y en a énormément en fait. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais enfin, sceptique, c'est pas une formation. C'est qui sont ces gens en fait qui font. C'est une démarche plutôt. Ouais, c'est une démarche, mais du coup, parce que bon, j'imagine qu'on peut être sceptique comme ça, voilà, que comme démarche, comme tu dis, mais qui sont les sceptiques qui publient, etc. Est-ce qu'ils ont une formation spécifique ou scientifique ou comme toi avec la psychologie un petit peu au début Oui, donc oui, c'est ça, c'est assez complexe parce qu'en fait en France, il commence à y avoir il y a 2-3 cours, je pense, à l'heure actuelle de zététique, hein, qui sont donnés à l'université dans les premières années d'université, où on dit bon, on va vraiment donner un cours d'introduction à la pensée critique dans les universités, ce que je trouve assez bien en fait. Bon, moi, parce que c'est utile pour toutes les disciplines a priori. Hein. Moi, c'est juste le terme zététique que j'aime pas, donc je trouve que toutes les unifs devraient avoir, enfin, à l'unif, on devrait avoir en candidat, enfin, dans les premières années, parce que les terminologies changent tellement vite, et puis c'est pas les mêmes partout en Europe. Donc, en première ou en deuxième année d'unif, on devrait avoir un cours d'introduction à la pensée critique. Ça me paraît, ouais, pour toutes les disciplines, voilà, c'est bon, quoi. Ça me paraît très l'évidence, mais bizarrement, c'est pas le cas, quoi. Bon, mais au-delà de ça, voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir une formation de ce type-là. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme il y a des cours de ce type qui existent en France, c'est vrai que je commence à avoir des auditeurs ou des gens qui me contactent en disant je suis devenu sceptique en suivant le cours d'un tel. Mais ceci dit, voilà, réellement, c'est pas pour moi le scepticisme ou la zététique, c'est pas une discipline, quoi. C'est certainement pas une discipline scientifique non plus. C'est juste le nom d'un mouvement, quoi, d'un mouvement que se donne un ensemble de personnes. Alors qui sont ces gens? Bah, généralement, c'est des gens qui, encore une fois, qui ont un certain nombre de convictions et qui entendent parler simplement du mouvement et qui se disent, bah, écoutez, je vais essayer d'y participer, soit de manière passive, c'est-à-dire qu'ils apprécient le contenu qu'on fournit, hein, ils s'abonnent à mon podcast, ou ils lisent certains blogs, enfin, d'ailleurs, il y a d'autres gens qui font des tas de choses très intéressantes, hein, et qui suivent un peu ça en termes de c'est un contenu qui m'intéresse et donc je vais le suivre. Et puis il y a des gens qui deviennent comme moi plus actifs et là ils vont avoir des formations très très diverses et variées. Ça sera pas forcément des universitaires non plus, ça peut être aussi des gens tout venant, donc et finalement moi j'aime bien dire, finalement le scepticisme ou la zététique c'est ce que les sceptiques et les zététiciens en font, hein, c'est ce qu'ils en font avec, quoi. Les débats qu'on a, les enjeux qu'on a, c'est un mouvement en mouvement permanent, en transformation permanente, avec des débats internes sur de quoi on doit débattre, qu'est-ce qu'on doit faire, voilà. Bon, même si évidemment il y a des consensus assez forts sur certains sujets, style les médecines alternatives par exemple, pour les raisons qu'on a expliquées précédemment, c'est un gros enjeu de société. Donc, mais après, ça dépend aussi des affinités. Hein. Moi, quand je demande à un nouveau sceptique que je rencontre, je lui demande souvent, ou un zététicien, je lui dis c'est quoi ton dada, quoi? C'est quoi qui te plaît particulièrement? Ton cheval de bataille. Voilà, et ils vont me dire, c'est les théories de la conspiration, c'est le 11 septembre, c'est critiquer la religion, et ça peut être très, très, très divers et varié, ça c'est gai, quoi. Et donc, il y a des organisations qui se sont formées, donc
aux États-Unis le Psychop originellement, ou la Skeptic Magazine, Skeptic Society, c'est ça le nom du groupe. En Europe, en Belgique, on a le comité Capara qui préexiste un peu tous ces groupes, il date des années 40, comité pour l'investigation scientifique des phénomènes paranormaux, ils ont aussi changé leur nom récemment, mais voilà. On a l'Observatoire zététique en France, désolé à tous les groupes que je cite pas, ils vont m'en vouloir. Mais donc en fait, en gros, il y a un certain nombre de groupes. S'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a un certain nombre qui essaient de faire des choses. C'est un peu. En fait, ça, au niveau de l'activisme. C'est de l'activisme en fait, hein. C'est un mouvement militant d'activisme, donc pour qu'il y ait des choses qui se fassent, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Moi, c'est vrai que j'ai mon podcast, mais alors je suis aussi dans un groupe physique qui s'appelle Bruxelles Sceptico Pub, donc parce que je suis près de Bruxelles et on se réunit une fois par mois, on a une conférence, une activité, on boit une bière, on discute. Et c'est vrai que les rencontres physiques ont vraiment beaucoup d'importance pour moi. Je pense que c'est différent de juste lire des choses ou d'écouter des podcasts. Bon, là, par exemple, vous me parlez, donc vous avez une interaction plus directe avec moi, mais je pense que oui, pour nous, c'est génial. Quand on discute, quand les gens viennent se bourrer la gueule avec moi après ce Scepticopop directement, la relation, voilà, les débats sont différents. On a une relation au mouvement sceptique qui est différent. Et alors, il y a des grandes conférences aussi. Il y en a une en septembre à Londres, là, organisée par la European Skeptic Council of Skeptical Organization, un truc comme ça. Donc, il y a aussi des grands événements. Aux États-Unis, il y a le JREF, le James Randi Educational Foundation, qui organise l'Amazing Meeting. Donc, ça, c'est des grands événements, avec des colloques. Enfin, c'est même pas des colloques, c'est vraiment un peu comme on ira à la Games Convention pour des jeux vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les jeux vidéo dans ce truc. Oui. C'est l'équivalent pour les sceptiques, on y va et on se retrouve tous plein de sceptiques et on discute des sujets qu'on est en train de parler sur ce podcast, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Je sais pas si tu as d'autres questions, Anne-Laure, encore. Du coup. On m'a déjà plus ou moins, on m'a plus ou moins bien répondu déjà sans que j'en en posé. Ouais, non. Si okay. T'en as, vas-y. Moi, j'ai posé aussi les miennes. Je propose qu'on aille vers la fin, si ça te va, Jean-Michel. Ouais, bien sûr. Ou à moins que tu as des choses encore que tu veux dire. Si tu veux nous dire des choses. Voilà, exactement. Moi, j'ai bien épisé. Ça fait un moment que je suis votre podcast. Évidemment, moi, je trouve ça super d'avoir un podcast de vulgarisation de l'anthropologie, parce que justement, quand on fait de la vulgarisation scientifique, on vulgarise souvent les sciences dures. Et vraiment, quand je me suis dit, il y a des gens qui se sont dit, on va vulgariser l'anthropologie, j'adore, quoi. C'est gentil. c'est le cri du cœur. Je pense que c'est franchement nécessaire parce que toutes les problématiques qu'on a discutées aujourd'hui sont vraiment des problématiques importantes aussi, hein, comment enfin, on voit bien que le racisme, la montée de l'extrême droite et tout ça, c'est ça. Il y a beaucoup de malentendus à dissiper. Ah, c'est clair. Au niveau des relations humaines, quoi. C'est vrai, et voilà, et c'est vrai que moi, c'est vrai que je l'ai pas raconté, mais moi un peu ce qui m'a fort changé sur ces sujets-là, c'est que j'ai vécu au Japon un certain nombre d'années, donc j'ai vraiment eu ouais, et d'ailleurs tant que j'y suis, c'est vrai que j'ai fait sur justement l'expérience de faire de l'observation participante sur le paranormal. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'expérience paranormale, mais ça m'a quand même dans la culture japonaise, on a fort donc le bouddhisme japonais, c'est du bouddhisme funéraire, hein, donc c'est la relation aux morts, l'idée que les morts restent près de nous. Alors je sais bien, parce que généralement chez nous on croit que le bouddhisme c'est la réincarnation, mais les Japonais ils ont rien compris. non mais c'est parce que le bouddhisme est divers et varié, et ce qu'on nous vend en Europe c'est toujours le bouddhisme tibétain, mais le bouddhisme japonais, comme le christianisme, hein, c'est... Ouais, bah ouais. Et donc mon épouse est bouddhiste, et c'est vrai qu'elle a une relation avec la présence des esprits dans la maison. Il y a un hôtel dans la maison, elle leur donne de la nourriture, elle leur donne du riz pendant les repas à ses parents qui sont décédés, à ses grands-parents. Avec mon fils, elle l'introduit à ces pratiques. Elle lui dit tes grands-parents sont là, quoi. Ils sont là pas dans la maison avec nous, surtout dans la période d'Obon, parce que dans la période d'Obon, au mois d'août, c'est quand les esprits viennent particulièrement nous rendre visite dans la maison. Ils te regardent, ils sont fiers de toi. Quand je raconte ça à mes amis athées, ils poussent des hurlements d'horreur. Oui, j'imagine aussi. C'est génial, oui, qu'un sceptique moi, je trouve ça qui ait ça dans aussi, ta maison, ouais. je trouve ça top. Et c'est vrai que quand j'étais avec elle,
moi, oui, voilà, je suis peut-être pas le sceptique standard pour ce genre de choses non plus, mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment fasciné par tous ces aspects-là, parce que j'ai une âme d'anthropologue. Et c'est vrai que j'ai participé à tout ça avec vraiment beaucoup d'intérêt, et je dois dire que tu finis, il y a des moments où j'avais pratiquement la sensation que les esprits étaient là, tu vois, que il y a un moment où on est allé on s'est marié, et alors on est allé avec mon épouse, elle m'a présenté à la tombe de ses parents, donc on est allé au cimetière, et elle leur parlait comme s'ils étaient là, quoi. Elle dit voilà, je me suis marié, c'est mon mari Jean-Michel, et émotionnellement t'as vraiment la sensation que j'avais presque la sensation que les esprits nous écoutaient vraiment, quoi, tu vois. Voilà, donc là je suis en train de faire un témoignage d'anthropologue. Oui, je prends des notes. Mais voilà. Alors après, non, mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui ont ça, quoi, qui rapportent ce genre d'expérience, parce que d'une certaine façon, je pense qu'on peut vraiment les avoir, quoi. Si des gens en ont, c'est pas pour rien, quoi. Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu dis ça, et moi c'est aussi pas mal les voyages, je trouve, quand tu discutes avec des gens où tu te dis oui, peut-être ma façon, enfin peut-être qu'il y a d'autres, enfin je sais pas comment expliquer, mais tu te rends compte que c'est pas forcément aussi simple qu'ici, tu vois, ici j'entends en Suisse. Dans ce que tu connais. Dans ce qu'on connaît justement, et comme ça touche des choses que tu connais pas, etc. Je trouve que c'est aussi ça qui est hyper instructif, et du coup moi qui m'a donné envie aussi de m'intéresser à l'anthropologie, etc. pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient vu des choses, ou qui avaient, qu'est-ce que les anthropologues disaient sur toutes ces choses justement, et après qu'est-ce que le scepticisme dit sur toutes ces choses, et comme ça après t'as... J'ose pas dire avis équilibré, entre guillemets. Mais t'as des outils pour mieux appréhender le monde, quoi. Exactement, d'avoir plusieurs visions de la chose, toi, ton expérience et tout, et je trouve ça absolument fascinant, ouais. Ouais, c'est génial. Ouais, puis j'ai écouté récemment le dernier épisode que j'ai écouté de votre podcast, c'était sur les jeux vidéo, c'est vraiment très chouette, hein. Ça m'a bien parlé, parce que je suis aussi un gamer, surtout, je fais quand même pas mal de jeux de rôle papier, moi, avec des Exactement. crayons, mais c'est vrai qu'en psycho de la religion, il y a pas mal j'avais lu passer quelques articles, publications sur des gens qui qui étudient la religion de Skyrim et des choses comme ça. Et c'est vrai que la première fois que tu vois passer ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, j'ai vu sur Reddit des discussions d'archéologues qui parlaient aussi de Skyrim et de World of Warcraft aussi. Est-ce que tu peux étudier l'archéologie d'un jeu vidéo, tu vois? Ouais, non. C'est clair que non, c'était vraiment sympa de vous écouter sur le sujet, je trouvais, parce que, intuitivement, je suis assez convaincu que la réponse à cette question est oui, on peut. Mais c'est nous vrai aussi a priori. Ouais. C'est vrai que c'est des nouvelles choses qui émergent dans la littérature, c'est vraiment très gai, quoi. Ah ouais, toujours de nouvelles choses. Ben écoute, en tout cas c'était super cool de te recevoir. Comme on vous l'a dit plusieurs fois durant le podcast, on vous encourage vraiment à écouter tes podcasts, parce qu'ils sont géniaux. Ça couvre aussi, je trouve que c'est ça la richesse de la chose aussi, ça couvre tellement de thématiques que il y a forcément 1 ou 2 épisodes dans la liste qui vont vous intéresser, quoi. Il y en a forcément un ou l'autre, c'est des questions que vous êtes déjà posées, ou des thèmes avec lesquels vous avez des affinités, où vous pourrez trouver un contenu intéressant, et je trouve ça génial. Peut-être, est-ce que tu t'aurais, pour nos éditeurs, alors qui écoutent des podcasts, mais est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a une vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose que t'encouragerais, parce que voilà, on a parlé de beaucoup de thématiques, mais ça reste très très grand quand même. Est-ce qu'il y a un contenu qu'il faut consommer en premier, entre guillemets, si on s'intéresse au scepticisme, tu vois? Parce que j'imagine qu'il y a des trucs très compliqués, très lourds, un petit peu comme en anthropologie, où c'est des trucs intéressants, mais il faut pas commencer avec ça. La pensée sauvage de Lévi-Strauss. Oui, voilà, exactement. Clairement attaqué par ça. Pour une introduction, c'est pas mal, c'est un petit peu basique. Pour partir en courant, c'est bien. Oui, certainement, il y a des choses. Je pense que je suis en train de rechercher le titre exact. Il y a le bouquin de Normand Barré-Arjon, qui est un auteur québécois, qui est... Voilà, j'ai retrouvé le titre précis pour pas me tromper, qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Pour moi, c'est vraiment un bon livre d'introduction. Ce qui est assez amusant, je pense qu'il n'utilise jamais ni le terme sceptique ni le terme zététique, puisqu'en plus il est québécois, donc il n'a pas de raison d'utiliser le terme zététique qui est français. Mais son bouquin, c'est vraiment, je pense que ça a été conçu. Il est prof, et je pense que ça a été conçu pour donner un cours d'introduction à la pensée critique.
Et vraiment, c'est un super bouquin d'introduction à ces sujets-là. Il couvre voilà, les biais statistiques, tout ça. Il donne plein d'exemples de comment réfléchir de manière. En tout cas, moi, si jamais je devais donner un cours d'introduction à la pensée critique, c'est ce que j'utiliserais. Voilà, c'est très accessible. C'est pas un bémol, c'est juste un truc à savoir. Bon, c'est vrai qu'il est fan de Noam Chomsky, donc il a une pensée très chomskienne, et donc ça, entre guillemets, influence sa pensée politique quand il donne des exemples politiques, mais ça fait même partie de la richesse de l'ouvrage qu'il donne des exemples de pensée critique par rapport au domaine, au champ politique. Ça peut irriter certains s'ils sont pas d'accord avec les idées politiques qu'il défend, mais voilà quoi. Mais ouais, pour moi, on restera ouvert. Voilà, petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je pense que oui, en plus c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça parle pas du tout. Il donne des exemples, mais ça parle pas de contenu, ça parle de méthode, quoi. Comment penser de manière, voilà, comment se défendre, faire du kung-fu intellectuel. Ah, c'est beau ça. C'est bien ça. Ah, c'est très très beau. J'aime beaucoup l'expression. Je prends. Non, c'est cool. Je l'ai pas lu. Du coup, je vais le commander aussi chez le cousin Amazon. C'est cool. Merci beaucoup. C'était super sympa de te recevoir en tout cas. Merci beaucoup. J'imagine que tu as eu du plaisir aussi, Anne-Laure, mais c'était vraiment extrêmement riche. C'est le genre de podcast où je me dis qu'il faudrait que je le réécoute moi-même pour en apprendre plus. Tu sais. Ouais, il est vachement bien ce podcast. Qui c'est qui l'a fait déjà? Il est un peu narcissique aussi, hein. On revient par rapport au début. Mais... on a brassé effectivement très très large. Bah, si je peux me permettre pour les auditeurs, évidemment, vous me trouverez mon podcast. Il est à www.scepticisme-scientifique.com. Donc voilà, c'est facile, hein, c'est scepticisme-scientifique.com, et c'est là que vous trouverez notre podcast, parce qu'on a un peu une équipe maintenant, donc il est devenu notre podcast, même si au début j'étais tout seul. Yeah. Et alors j'ai un autre podcast qui s'appelle Par-delà les montagnes hallucinées, qui est un podcast pour le jeu de rôle, lui. Ouais, de jeux de rôle pour les gamers, comme ça, comme vous parlez un peu des jeux. Ça, c'est un jeu où je diffuse des campagnes de jeux de rôle papier, hein, avec papier crayon sur principalement l'appel de Cthulhu. On a commencé une campagne de One Ring, l'anneau unique, donc dans le monde des terres du milieu pour les fans de Tolkien. Donc voilà, si vous voulez un truc plus voilà, pour les gens qui aiment créer des univers plausibles d'un point de vue anthropologique, c'est un podcast à écouter, voilà. Ah oui, l'univers de Cthulhu, c'est très très riche, hein, mais on va pas partir dessus parce que sinon on va de nouveau faire 4 heures. Et c'est vrai que j'avais oublié de dire où te trouver, parce que pour moi c'est tellement logique. Moi j'allume mon iPhone, ça vient automatiquement. Il est déjà là. Il te dit bonjour. Non mais ce sera de toute façon en lien aussi sur le blog si jamais vous n'avez pas noté, mais en même temps c'est très facile de te trouver. En tout cas c'était super cool. On se dit à une prochaine fois. Je trouverais hyper intéressant qu'on reparle peut-être de sujets plus précis. Oui, on va plonger. Bah oui, non, mais on avait envie de parler notamment de mythes, par exemple, dans les jeux vidéo, tu vois, pour lier les deux choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Je suis certain qu'avec un invité comme toi, on aurait encore plus de richesse au truc. Donc, on serait très content de continuer ça avec toi. C'est clair. À une prochaine alors. À une prochaine. Merci bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.